Manal Drissi dans vos oreilles. Bienvenue au balado Voir grand, enregistré dans le cadre du forum du même nom. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Marie Leclerc et Ginette Drouin. Marie, vous nous rejoignez par vidéo aujourd'hui. Pandémie oblige. Ginette Drouin, nous avons la chance de vous avoir en personne ici. Donc, je commence par une brève description de vos longues carrières, si j'ose dire. Madame Leclerc, vous avez été animatrice sociale et militante dans les quartiers populaires de Québec dans les années 70, responsable des communications pour divers organismes. Vous avez été coordonnatrice du comité aviseur de l'action communautaire. Vous avez coordonné des négociations avec le gouvernement pour l'adoption d'une politique de reconnaissance, qui est notre sujet aujourd'hui. Vous avez également occupé le poste de coordonnatrice du bureau de consultation jeunesse à Montréal jusqu'en février 2020. Madame Ginette Drouin, quant à vous, vous avez été une militante de longue date pour les droits des femmes. Vous vous êtes intéressée aux questions juridiques, sociales, économiques qui touchent les femmes. Vous avez également été présidente de la Fédération des femmes du Québec et vice-présidente du Conseil consultatif canadien sur la situation des femmes. Merci à vous deux d'être ici aujourd'hui. C'est nous qui vous remercions. Merci. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'adoption de la politique de reconnaissance de l'action communautaire qui existe depuis 2001 et à laquelle vous avez toutes les deux collaboré. Je commence par une question de néophyte. Ça mange quoi en hiver, une politique de reconnaissance de l'action communautaire? Est-ce qu'on commence par moi? Oui? Oui, allez-y. Ça va? Bien, au sein de l'appareil gouvernemental, une politique de reconnaissance, le mot le dit. Mais dans le mot reconnaissance, il y a aussi le mot connaissance. Donc, il y avait, je dirais, cette nécessité d'amener à l'intérieur de l'appareil gouvernemental de manière transversale, c'est-à-dire auprès de tous les ministères qui soutenaient des organismes communautaires, cette connaissance de l'action communautaire autonome. De ce que ça mange en hiver de l'action communautaire autonome, de sa fonction, de sa mission de transformation sociale. Et de reconnaître ça comme étant un apport vital au développement social du Québec, à la transformation sociale. Puis, une fois cette reconnaissance acquise, de développer les mécanismes pour soutenir les organismes, leur permettre de la réaliser, cette mission-là. Alors, c'est ça l'essence de la mission. Connaître, reconnaître et soutenir. Donc, vous nous dites, Madame Drouin, finalement, que c'était une façon d'ouvrir le dialogue avec l'appareil gouvernemental sur la situation et l'utilité et les missions du communautaire au Québec. Madame Leclerc, est-ce que vous aimeriez rajouter quelque chose? Oui, bien, l'objectif au sein du mouvement communautaire autonome, je précise, c'était d'ailleurs le comité aviseur de l'action communautaire autonome, c'était de faire reconnaître le rôle de transformation sociale et d'éducation populaire qui va avec la transformation sociale, de tout ce qui se passait dans le milieu comme outil, comme levier de regroupement, de mobilisation, qui était issu de la population. Donc, c'était reconnaître finalement les initiatives issues de la population, des organismes qui étaient très incarnés, je dirais, qui étaient à cette époque et qui, j'espère, le sont toujours, qui étaient inscrits dans la population comme voulant répondre aux aspirations de la population et non pas seulement aux besoins de survie, mais aux besoins d'émancipation, d'amélioration des conditions de vie, etc. Donc, c'était de reconnaître un vaste mouvement populaire, finalement. Madame Leclerc, vous avez travaillé beaucoup dans le militantisme. Madame Drouin, vous avez commencé par le militantisme et ça vous a mené ensuite vers la politique à travailler auprès du gouvernement. Donc, comment ça s'est organisé? Comment a commencé à exister cette idée d'avoir cette politique-là pour ensuite se rendre à l'adopter? Bien, Marie pourra décrire pour le milieu communautaire comment tout ça a cheminé parce que c'est le fruit d'un très, très long travail. Mais je dirais que dans l'appareil gouvernemental, la marche des femmes a été un incitatif absolument puissant avec la demande de reconnaître les organismes communautaires comme faisant partie des infrastructures sociales du Québec. Et ensuite, au sommet sur l'emploi, alors qu'on reconnaissait l'économie sociale, l'action communautaire était un petit peu laissée en plan. Et il y a eu cet engagement lors de ce forum qui a été approuvé par les syndicats, les gens d'affaires et puis les représentants du milieu communautaire qui étaient présents, d'adopter une politique sur l'action communautaire.
Et c'est là que ça a commencé par un bilan du soutien financier qui était donné aux organismes communautaires, un premier comité interministériel, mais qui n'a pas fait de recommandations. Alors, après ça, la dynamique est venue il y a eu un autre élan pour s'engager à vraiment travailler le squelette de cette politique et le faire avancer. Donc, ce que je comprends, Mme Drouin, c'est que c'est finalement à travers les actions militantes qui est venue cette idée-là ou qu'a commencé la discussion sur la nécessité d'une telle politique. Mme Leclerc, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, je dirais que ça part des années 80, en fait, d'une demande, il y a eu plusieurs demandes, il y a eu plusieurs époques, mais il y a eu une demande notamment des milieux d'éducation populaire, comme ce qu'on appelle les TROVEP, les tables régionales d'éducation populaire, le MEPAC à l'époque, la Fédération des organismes en éducation populaire, pour avoir une politique d'éducation populaire. Ça, ce sont les années, peut-être même fin 70, 80. Il y avait aussi une demande du milieu d'action bénévole, d'avoir une politique d'action bénévole. Ce besoin de reconnaissance venant avec le fait que les organismes se définissaient dorénavant de plus en plus comme communautaires et non plus populaires, parce qu'on est issu des quartiers populaires à l'origine des comités de citoyens auxquels moi-même j'ai contribué, pour ensuite, dans les années, surtout les années 80, se redéfinir comme communautaires, donc issus de la communauté. Donc, il y avait beaucoup ce besoin de reconnaissance. Et en 1989, là a été formulé pour la première fois, je crois, formellement, le besoin d'une politique de reconnaissance de l'action communautaire par la Coalition des organismes communautaires du Québec, avec les événements au grand jour, nous reconnaissez-vous. Donc, il y avait tout un bouillonnement, je dirais, qui a préludé, dans le fond, aux démarches plus formelles et aux pressions pour inscrire dans le programme du Parti québécois un article qui décrétait qu'il y aurait, dès l'avènement au pouvoir du parti, dans le fond, des démarches vers une politique de reconnaissance et vers un secrétariat à l'action communautaire, ce qu'on a insisté pour qu'il soit corrigé pour un secrétariat à l'action communautaire autonome. Donc, il y avait toute une ébullition qui était assez fantastique et beaucoup de travail de coalition, de rassemblement, parce que tous ces groupes-là étaient très dispersés. Tous ces groupes-là fonctionnaient beaucoup de manière évidemment très autonome. On est dans le milieu communautaire autonome. Et donc, il y a eu énormément de travail de cohésion autour de ça aussi. Donc, ce bouillonnement-là qui a eu lieu sur plusieurs décennies et qui a mené à la rédaction et à l'adoption de cette politique-là a fait en sorte que on était dans quel contexte au moment où ça a été adopté? Donc, on sait qu'est-ce qui a mené à cette adoption-là, mais au moment où on l'a adopté, c'était quoi le contexte autour de ça? Madame Drouin. Je dirais au sein de l'appareil gouvernemental, le contexte était que il y avait le ministère de la Santé et des Services sociaux qui déjà avait un programme très solide et qui était dans une dynamique de soutien à la mission. Mais il y avait, dans les autres ministères, c'était très inégal, la façon d'approcher le financement des organismes communautaires. Il y avait aussi une dynamique plus large qui était de ne pas faire comme le fédéral. Puis à ce moment-là, le gouvernement fédéral allait de plus en plus vers du financement par projet. Et puis laissait tomber le soutien à la défense collective des droits. Beaucoup d'organismes ignorent peut-être ou ont oublié que la défense collective des droits n'était pas soutenue par le gouvernement du Québec, l'était par le fédéral, mais que le fédéral était en train de laisser tomber ça. Alors, il y avait toute cette dynamique externe et interne qui créait, je dirais, un momentum propice pour repenser complètement la façon de soutenir des organismes communautaires. Madame Leclerc, je vous vois opiner du bonnet, donc... c'est-à-dire que le fédéral, finalement, choisissait à la pièce qu'est-ce qu'il allait supporter et qu'au Québec, au niveau politique, on voulait quelque chose qui encadrait l'action communautaire au complet, qu'on démontre cette solidarité-là du politique envers le communautaire? Oui, pas qui encadrait, je vous reprends un petit peu, mais qui reconnaîtrait l'entièreté, d'une part, et d'autre part, qui n'appuierait pas seulement
parce qu'il existait des financements, je dirais, minimaux à ce moment-là, ou du financement de base. Donc, une reconnaissance qui serait associée à un financement qui appuierait l'ensemble de la mission des organismes. Donc, évidemment, pas juste du financement par projet, mais plus largement que ça, qui reconnaîtrait la mission d'éducation populaire, par exemple, la mission de concertation, de représentation. Donc, tous les aspects qui font qu'un organisme issu du milieu peut vraiment porter les voix pour faire améliorer les conditions de vie et soutenir les citoyens, les accompagner dans des démarches, dans le fond, de prise en charge puis de développement. Donc, c'était toute cette volonté qui a pris du temps à mûrir puis à s'incarner dans un discours cohérent à cause de l'éclatement du communautaire. Cette volonté, dans le fond, de faire reconnaître l'essence même de la mission des organismes, qui est beaucoup plus vaste que juste avoir un bureau, un téléphone, puis de répondre, donner des services d'aide immédiate, là. Puis bon, en théorie, c'est difficile d'être contre la vertu, mais en même temps, on sait qu'en politique, le changement est très lent et très difficile. Même quand on fait un projet de loi à l'intérieur d'un ministère, c'est très difficile que les oppositions, que le parti au pouvoir arrive à une entente qui satisfasse tout le monde. Là, on parle d'un projet qui est à travers tous les ministères, qui implique le gouvernement au complet. Est-ce qu'il y a eu des obstacles au moment de soumettre cette politique-là? Oh mon Dieu! Oui, il y a eu beaucoup d'obstacles. Mais je dirais de part et d'autre, hein, Ginette? Oui, tout à fait. Est-ce que je commence ou tu commences? Allez-y, Madame Drouin. Bon, ben je dirais, oui, c'est une grosse aventure qu'une politique de cette nature-là, qui exige énormément qui va dans toutes sortes de directions. D'abord, je dirais des obstacles, oui, parce que à cause de cette perception qui est pas la même d'un ministère à l'autre. Et il faut former, il faut informer, il faut persuader. Mais il faut pas juste persuader les fonctionnaires qui vont l'appliquer par la suite. Il faut que ça monte dans l'appareil. Il faut que ça s'en aille au directeur. Il faut que ça s'en aille au sous-ministre. Et puis que les sous-ministres persuadent les ministres. Et puis, il y a d'un premier essai. Puis là, on va au Conseil des ministres. Puis le Conseil des ministres dit « Ah, j'aime pas ça. C'est pas dans cette direction-là que ça devrait aller. » Puis là, il faut ramener, puis il faut pas blesser le Conseil des ministres, je vais utiliser ce terme-là, mais il faut pareil pousser encore nos idées de fond. Alors, je dirais qu'il faut beaucoup négocier. Je dirais même qu'il n'y a pas un mot de cette politique-là qui n'est pas le résultat d'une négociation au sein de l'appareil et avec le milieu communautaire. Parce que c'est 20 ministères, mais c'est 20 secteurs. Alors, ça prend énormément de concertation et j'ajouterais d'humilité. Il faut faire beaucoup de documents sacrifices. Faut se remettre en question. Faut dire non, c'est pas bon ce que j'ai fait. OK, j'accepte, je continue. Alors, c'est ça. Et il y a des obstacles particuliers. Je donnerais l'exemple de la défense collective des droits. Parce que là, on est dans un dossier. Les organismes qui sont terrain, qui font des choses concrètes, là, ça se vend mieux, je dirais. La défense collective des droits, quand on reçoit comme réaction, ben pourquoi est-ce qu'on financerait des organismes qui nous contestent? Bon, ben ça, on l'a entendu souvent à l'intérieur, au sein de l'appareil. Et de décider qui va les financer quand on est dans une logique de rattacher des organismes à un ministère. Alors, c'était vraiment quelque chose de fondamental, je pense. Vous savez que cette politique-là, le gouvernement du Québec est le seul au monde qui finance la défense collective des droits. On est fiers de ça, il faut que ça reste. Alors, mais vous imaginez aussi tous les débats qu'il y a eu. Et ça prend beaucoup de concertation, puis des fois des heureux hasard, parce qu'on a tellement bien travaillé avec le milieu communautaire. Moi, il faut avoir du plaisir à travailler. On a eu du plaisir à travailler ensemble. Oui, il y a eu des affrontements, mais plus largement, il y a eu du plaisir. Ça prend aussi des ministres responsables. On a eu la chance de démarrer avec Louise Arel, qui croyait au communautaire. On a eu la chance d'avoir des ministres qui y ont cru, d'avoir, pour moi, au Saquet, aussi des directeurs
qui y croyaient, qui voulaient que ça avance, qui voulaient que ça fonctionne. Il fallait une bonne volonté de part et d'autre. Plus que de la bonne volonté, tu sais, de la conviction. Et puis, on a eu ça. Alors, vraiment, c'est le côté magique, là. C'est une belle victoire et je ne savais pas que c'était le seul endroit au monde. C'est très intéressant. Et Madame Leclerc, c'est quoi les concessions qui ont été difficiles à faire dans ce dossier-là? Mais je vais revenir, avant de parler des concessions, sur les obstacles, parce que Ginette a parlé des obstacles internes au gouvernement. Mm-hmm. Il y avait des obstacles internes au mouvement aussi. Alors, pour faire des concessions, il faut se faire confiance et faire confiance au vis-à-vis aussi. Il ne faut pas que ce soit des concessions arrachées. Il faut que ce soit des concessions négociées, je dirais, et entre nous et avec les vis-à-vis gouvernementaux. Il y a eu un gros travail interne au mouvement communautaire face à l'éclatement dont j'ai parlé tout à l'heure, mais face aussi à cause de la méfiance envers l'appareil gouvernemental, quant aussi à au fonctionnement, mais aussi à la vraie volonté politique, dont évidemment on suspectait qu'elle ne serait pas aussi forte qu'il faudrait pour aboutir à un résultat rapide. En plus, l'autre obstacle, c'est le temps. C'est qu'on dit que les représentations officielles, dans le fond, ont commencé autour de 1995, mais auprès du premier ministre Parizeau, qui venait d'être élu, etc. Mais la politique a été adoptée en 2001. Alors, vous voyez un peu, c'est 6 ans de démarche très, très formelle, avec des avis, des mémoires, etc. Ça a supposé, pour arriver au premier mémoire, par exemple, un gros travail de maturation, de cohésion, et c'est passé par des rencontres nationales entre des représentants de tous les regroupements nationaux, régionaux, locaux. Ça a passé par des tournées de formation, ça a passé par beaucoup, beaucoup de circulation d'informations, par télécopieur, hein, les courriels, là, ça existait pas à ce moment-là. Là. Donc, ça se passait par télécopie, des blocages, je me rappelle encore, là, des mots d'ordre, parce qu'il fallait construire un rapport de force entre nous et avec les vis-à-vis gouvernementaux. Donc, je me rappelle qu'on a bloqué le télécopieur du Conseil du Trésor, par exemple, à une époque, là, pour essayer de... Bon, on avait les moyens de pression qu'on pouvait, et donc, ces moyens de pression-là, au travers de ça, on construisait notre cohésion, on construisait notre rapport de force, et on construisait aussi notre crédibilité. Donc, il y avait aussi, dans les obstacles, il y avait de montrer que le communautaire, non seulement était sérieux, était bien organisé, savait ce qu'il disait, était capable de faire de représentation et d'avoir des suivis, finalement, et de faire un bon travail de représentation, de démontrer qu'on représentait les organismes de haut en bas ou à l'horizontale, si on va préférer dans le communautaire, du centre vers la périphérie, et même les régions éloignées. Donc, il y a eu tout un travail énorme, je dirais, donc de maturation de nos revendications et de nos représentations. Et il fallait travailler sur la méfiance entre nous, parce qu'il y avait des postures différentes, il y avait des orientations différentes, il y avait des intérêts différents sur le plan financier. Mais ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qui fait en sorte que, justement, ces frictions-là à l'interne, parce que là, on imagine qu'il y a des frictions entre le milieu communautaire en général et la politique. Les frictions à l'interne, qu'est-ce qui a fait en sorte, outre la conviction que ça ne s'est pas effrité en 6 ans de négociations, de réécriture, de retour à essayer de faire des moyens de pression, comme vous le disiez, avec les moyens qu'on a. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on est resté solide et les coudes serrés pour arriver à l'adoption de la politique en 2001? Moi, je pense que c'est l'immense qualité démocratique du mouvement. C'est qu'il y avait là une constante préoccupation. On dit qu'on est issu de la population, mais ça se reflète dans les pratiques. Donc, un constant souci de retourner à la base, d'aller chercher des mandats à la base auprès des groupes locaux. Et ça se passait non seulement par les regroupements nationaux, mais beaucoup par les regroupements régionaux et locaux. Donc, ce souci d'aller chercher des mandats, de valider les pas qui ont été faits. Donc, une grande qualité de démocratie, je dirais une grande qualité de maturité des porte-paroles aussi. Il y avait des porte-paroles qui avaient une immense expérience, qui avaient beaucoup de
d'outils, je dirais, de par leur bagage en éducation populaire, des outils de communication, des capacités de vulgarisation, de conscientisation. Donc, ça faisait partie des forces du mouvement. Je pense que ça en fait encore partie. Il y a cet encore immense souci de démocratie aujourd'hui. Et je dirais la bonne foi, l'engagement, la bonne foi, la volonté de résultat. Et on a fini par se rendre compte, je dirais, au sein du communautaire, qu'il y avait cette bonne foi aussi du côté du gouvernemental. Ginette a évoqué tout à l'heure la qualité des porte-paroles gouvernementaux, mais c'était vrai aussi, je dirais, de ma vis-à-vis principale, qui était Ginette Busque, qui était non seulement une femme de conviction et d'intégrité, mais qui là-dedans a été d'une patience et, comme elle disait elle-même, d'une humilité infinie. On ne doit pas être capable de compter le nombre de versions qu'il y a eu pour cette politique gouvernementale-là. Donc, c'est finalement un intérêt qui était favorable à tout le monde. Donc, qu'on soit en politique, qu'on soit dans le communautaire, qu'on soit de simples citoyens, on voit qu'il y avait une reconnaissance de la valeur de cette politique-là au-delà des partis, des positions partisanes, des rôles qu'on pouvait avoir dans la société. Au final, au Québec, on avait décidé que c'était nécessaire d'avoir cette conversation-là, même si on ne s'entendait pas, même si ça a pris des années pour arriver à une conclusion qui satisfaisait assez toutes les parties pour être adoptée. Et au moment où il y a eu cette adoption-là, comment vous l'avez vécu? Comment le milieu a célébré cette grande victoire-là? Madame Drouin? Dans l'appareil gouvernemental, une fois adopté, c'est un autre chantier qui a commencé. On passe à autre chose. Non. C'est toujours en rapport avec la politique, parce que la politique disait qu'on allait adopter des balises nationales. Mais personne ne savait ce que ça mange en hiver, ça, des balises nationales, au regard de l'application d'une politique. Alors, on a travaillé d'arrache-pied à élaborer un cadre de référence, et ça a pris autant de temps, sinon plus que la politique elle-même. Parce que là, il a fallu se mettre à définir tous les concepts qui sont dans cette politique-là, à définir tous les critères, à définir la défense collective des droits, à définir ce qu'on voulait pas qu'il soit couvert par la politique, les organismes religieux. Alors ça a été aussi un travail fondamental et qui accompagne l'implantation, la mise en œuvre de la politique. Je pense que sans le cadre de référence, la politique n'aurait pas eu la force qu'elle a. Donc, la victoire, finalement, a apporté un travail encore plus grand et plus exhaustif, un travail de moine à faire sur la question. Est-ce que ça avait fait du bruit médiatiquement, l'adoption de cette politique-là? Je vais laisser au sein de l'appareil gouvernemental, c'est sûr là, qu'à quelque part, on l'implantait. Donc, c'était très vivant. Pour le milieu communautaire, je pense que Marie est mieux située. Madame Leclerc, ça a été reçu comment? Ça a été célébré comment? D'abord, premièrement, ça a été voté en rencontre nationale d'appui à la politique avant qu'elle soit adoptée. En rencontre nationale de 125, je me rappelle pas, représentants de l'ensemble du mouvement. Et ça a été voté sur division, une division qui, de nos jours, pourrait paraître comme très saine et très correcte, je pense aux 2/3 des voix, mais qui, au sein du mouvement, ça a été vécu de façon très douloureuse, parce que ça voulait dire qu'il y a 1/3 des représentants, donc 1/3 des quelques 3000 organismes communautaires autonomes au Québec qui étaient en désaccord. Mm-hmm. Et il y a eu des dissensions inscrites au sein de la rencontre nationale. Si je me rappelle bien, il y a eu 17 voix dissidentes. Donc, ça a l'air de rien, 17 voix, mais sur une centaine de délégués, c'est beaucoup. Et donc, on a passé l'année d'après à refaire des ponts, finalement. Ça a été difficile. C'était des grandes réjouissances pour ceux, évidemment, qui avaient voté pour, mais cette conscience aussi qu'il allait falloir retravailler les uns avec les autres, parce que ça avait donné lieu à des débats, je dirais, parfois acrimonieux, très, très vigoureux. Là, par exemple, et les arguments pour rester sur son quant à soi, d'une certaine manière, c'était que la politique allait pas assez loin. La politique ne prévoyait pas un certain nombre de choses. Des choses qu'on n'a pas pu non plus corriger dans les balises nationales qui ont aussi été négociées. Par exemple, tout le rôle de la philanthropie,
toutes les organismes qui étaient entre deux eaux, ce qu'on appelait l'intermédiarisation. Est-ce que les organismes communautaires étaient pour devenir des espèces d'organismes intermédiaires, ni chair ni poisson, tu sais, ou mi-chair, mi-poisson, ni organisme étatique, ni vraiment issu du milieu, quelque chose d'entre deux eaux. Donc, la politique nous équipait peu par rapport à ça. Elle avait de grandes autres forces. Elle octroyait, par exemple, elle reconnaissait le principe d'octroyer du financement en appui à la mission des organismes. Ça ne veut pas dire que ça s'est répandu partout, que tous les ministères ont reconnu ce principe-là. Oui, mais est-ce qu'ils l'ont mis en pratique? C'était autre chose. Donc, la reconnaissance, elle était... des bienfaits de la politique, elle était mitigée par le fait que on savait qu'il y avait une partie du milieu qui demeurait très, très, très critique, donc le milieu de défense de droit, par exemple, qui pourtant allait être soutenu grâce à la politique gouvernementale, mais qui se méfiait, dans le fond, est-ce que les organismes vont devenir au service de l'État? Hein? C'était la grande crainte. Est-ce qu'on va devenir des organismes, dans le fond, qui est lié aux priorités de l'État, au tel point qu'on va se mettre à recevoir des commandes? Il y avait au niveau fédéral, puis certains organismes provinciaux qui finançaient déjà par des ententes de services. Est-ce que ça va être une autre manière de nous inscrire, dans le fond, dans des objectifs qui correspondent strictement aux besoins de l'État, mais qui ne correspondent pas aux besoins de la population? Mais maintenant qu'on a ce recul-là, c'est quoi la réponse à la question? Est-ce que effectivement, ça a fait en sorte que les organismes communautaires étaient un petit peu à la merci des volontés de l'État? Moi, je pense que tout ça... Je vois Mme Drouin dire non de la tête. Non, moi, je pense que tout ça repose sur la capacité du milieu de se tenir debout et de faire de cette politique-là, du plan d'action qui l'a accompagné. Il y a un nouveau plan d'action qui est en chantier aussi, du cadre de référence dont Ginette a parlé tout à l'heure, qui allait servir à la mise en œuvre. Faire de tout ça des leviers pour bien s'approprier cette conscience de qui on est, de où on va, de comment on y va, avec qui on y va, comment on travaille pour y aller, selon quelles orientations. Cette conscience-là, dans le fond, de ta force, de ta capacité d'action et surtout de la capacité de la population de présider à ses propres, aux réponses à ses besoins, d'identifier des réponses à ses besoins et de mettre en place des moyens pour y arriver. Tout ça repose, dans le fond, sur le fait de se tenir debout, je dirais. Il y a des chansons là-dessus de nos jours. Il y a des gens qui ont mené des batailles pour se tenir debout individuellement, dont on a bien entendu parler. Mais il y a aussi cette capacité de se tenir debout des milieux communautaires et de la population elle-même. Et quand on prend ça au sérieux, quand on a cet engagement, cette détermination d'améliorer les conditions de vie, ben oui, il y a des choses que ne peut pas tout prévoir une politique. Il y a aussi des choses que ne peuvent pas tout prévoir les représentants gouvernementaux, ne peuvent pas tout comprendre, mais c'est à nous, dans le fond, dans le communautaire, de se tenir debout et de faire valoir les intérêts de la population. On en revient toujours à ça. On comprend donc, Mme Leclerc, on comprend que les organismes communautaires, au fond, ont maintenu une indépendance malgré la complexité de ce qui a été adopté dans cette politique-là. Madame Drouin, on reste quand même dans l'abstrait. On reste dans les mesures qui ont été adoptées, qu'est-ce qui a été négocié, mais de façon concrète, qu'est-ce que ça a amené de positif, l'adoption de cette politique-là? Qu'est-ce que ça a changé dans la vie des Québécois, dans la vie des organismes communautaires concrètement? Dans la vie des Québécois, en général, je ne suis pas en position dans la vie des organismes, certainement une plus grande sécurité. Ne serait-ce que par des mesures très, très concrètes. Il n'y a pas seulement le financement de base, mais il y a le côté du pluriannuel. Il y avait la volonté de sortir de cette logique d'avoir peur d'année en année, de ne pas être capable de mettre la clé sur la porte. Les organismes ont beaucoup bénéficié de ce soutien pluriannuel. Puis au sein de l'appareil gouvernemental, il y a eu quand même, je dirais, un changement de culture organisationnelle. Il y a eu une adhésion. Puis le fait que cette politique-là n'ait pas été tablettée, moi, je rappellerai que c'est juste une politique, ce n'est pas une loi, et qu'une politique, c'est très facile à tabletter. Et 2 ans après son adoption, le Parti libéral est arrivé au pouvoir. Il aurait pu dire, c'est fini, on ne l'applique plus, c'est resté.
Alors, c'est une politique qui a survécu au changement de gouvernement. Qui a traversé les partis. On n'a pas tendance à le réfléchir sous cet angle-là, mais pour moi, ça parle beaucoup sur sa pertinence. Donc, ça a permis finalement au milieu communautaire de voir plus loin, d'envisager un avenir alors qu'il y avait une certaine instabilité dans le milieu avant l'adoption de cette politique-là, si je comprends bien. Non, tout à fait. Madame Leclerc? Je dirais que ça a changé des choses aussi dans la reconnaissance mutuelle au sein du communautaire. J'ai parlé tantôt du travail de cohésion. Ce travail de cohésion-là s'est inscrit évidemment dans des structures. Le communautaire est très, 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 très structuré. Des fois, on parlait même de toile à un moment donné, tellement il y a des ramifications incroyables. Donc, la politique a reconnu cette multiplicité, elle a reconnu la pluralité au sein du communautaire, elle a reconnu qu'il y avait cette distinction très importante dans l'action communautaire et l'action communautaire autonome. Le communautaire autonome se voulant justement une mission d'éducation populaire et d'action politique, par exemple, non partisane. Donc, la politique a permis, dans le fond, ou a favorisé le fait que les organismes se reconnaissent entre eux, dans leur diversité, aussi dans leur unicité, a favorisé le fait que il y ait cette reconnaissance publique officielle. Vous le disiez tout à l'heure, est-ce que ça a eu un écho dans les médias? Ça a eu un énorme écho dans les médias, là. Il y a eu une tournée, par exemple, en 1999, je crois, de Gérald Larose, qui a présidé une vaste consultation publique sur un premier projet de politique. Ça a eu un énorme retentissement. Le communautaire a sollicité des appuis. Le milieu universitaire s'est prononcé. Le mouvement syndical aussi. Il y a eu beaucoup d'ébullitions autour de l'adoption et donc une reconnaissance des projets de recherche qui ont suivi. On a parlé tout à l'heure rapidement du sommet socio-économique de 1995, je pense, mais à la faveur de ça, s'est mis sur pied un chantier d'économie sociale, par exemple, qui a aussi reconnu cette distinction entre l'action communautaire et et l'économie sociale, et qui a aussi travaillé à mettre à rendre accessibles des outils de formation. Avec la collaboration des gros organismes de formation du Québec, comme le Centre de formation populaire, les femmes, le Centre Saint-Pierre, etc. Donc, cette ébullition-là, qui a présidé à l'adoption de la politique, elle a été suivie de différents chantiers pour mieux outiller le milieu communautaire autonome et le milieu communautaire en général. Donc, ça nous a donné une plus grande force, je dirais, mais cette force-là, il faut s'en servir. Si on ne se tient pas debout, si on ne se sert pas des outils qu'on a, si on ne continue pas de développer cette concertation et cette confiance entre nous, on peut avoir des reculs. On peut revenir au financement par projet. Il y a eu de la formation au sein du communautaire, il y en a eu aussi au sein de l'appareil gouvernemental pour faire comprendre le sens et les dispositions de la politique. Ça, on me dit au sein du RQAK qu'il y a encore des demandes pour de la formation, mais moi, je pense que non seulement il faut qu'il y ait encore des demandes, mais il faut aussi les susciter parce que ce sont des leviers d'action. Ce sont les leviers de prise en main, puis ce sont des leviers de changement, finalement. Et Mme Drouin soulignait que cette politique-là avait permis en fait, avait connu quand même une pérennité au travers des partis différents où là, c'était facile de tabletter cette politique-là en changeant de gouvernement, ce qui ne s'est pas passé. Donc, ça démontre une volonté de collaboration. Mais en même temps, en ce moment, on est dans une pandémie et je pense que plus que jamais, on a senti les limites du milieu communautaire. On a senti un essoufflement du milieu communautaire qui a une volonté de venir en aide à la population dans un contexte qui est difficile, mais qui n'a pas nécessairement les ressources pour le faire. Donc, avec les connaissances qu'on a aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez qui freine le plein potentiel de cette politique-là ou qu'est-ce qui manque à cette politique-là qui pourrait donner aux communautaires les outils dont il a besoin pour faire son travail à la hauteur de ses convictions, disons? Madame Drouin. Moi, je sais pas. Sincèrement, je trouve pas que je suis vraiment en position pour aborder la problématique que vous soulevez. Mm-hmm. Par ailleurs, je dois dire que par rapport à la pandémie,
moi, j'ai une réaction de simple citoyenne. Là. J'ai jamais entendu parler du communautaire d'une manière aussi positive, qu'on va laisser les organismes communautaires ouverts et tout ça. Alors, moi, j'y ai vu aussi une forme de reconnaissance de leur apport dans leur milieu, dans leur communauté. Est-ce que la pandémie a affecté leur soutien financier cette année? Je ne le sais pas. Ça, je ne peux pas répondre à ça. Mais je pense que les besoins ont augmenté ou du moins sont prononcés en ce moment, et les organismes communautaires qui, effectivement, ont gardé le droit d'être ouverts, d'offrir leurs services, mais leurs services sont limités par les ressources qu'ils ont à leur disposition pour agir auprès de la population. Donc, Madame Leclerc, qu'est-ce que vous pensez de cette situation-là? Oui, moi, je suis d'accord avec Ginette qui a eu une reconnaissance que ce sont là des organismes de première ligne, mais j'ai envie de répondre qu'on les a reconnus comme organismes de première ligne de service. On a surtout entendu parler, dans le fond, des besoins de denrées, de distribution en appui à la sécurité alimentaire, de lignes de SOS J'écoute ou de prévention du suicide. On a entendu parler beaucoup des situations de violence, des situations de dépendance. On a donc du rôle d'organisme de service. On a surtout entendu parler d'accueil, d'écoute. Oui, c'est une dimension. Mais c'est une énorme dimension du travail des organismes communautaires et de leur présence au sein de la population. Mais ce sont aussi des leviers de développement. Ce sont aussi des leviers de prise en charge. Ce sont aussi des lieux d'éducation populaire, de conscientisation et donc de transformation sociale, de mobilisation. Et ça, vous avez raison, c'est difficile en contexte de pandémie, mais je sais qu'il y a eu un financement particulier en appui venant tant du fédéral que du provincial qui pouvait aller à mieux s'équiper pour faire des communications, dans le fond, plus adéquates dans un pareil contexte. Il y a des groupes qui ont réussi à avoir du financement pour se faire justement les fameuses vitres en plexiglas, par exemple. Mais là, on est encore dans, je dirais, le b.a.-ba du travail. C'est comment on va faire, dans le fond, pour traverser cette période-là en redevenant ou en renforçant, dans le fond, ce rôle d'éducation populaire, de conscientisation, puis surtout de regroupement puis de mobilisation. Et ça, c'est tout un défi. Moi, j'ai vu des organismes, l'intervention, le groupe que je coordonnais, le gros organisme d'intervention que je coordonnais, s'est retrouvé à faire de la distribution de denrées. Mais c'est pas sa vocation. Un organisme jeunesse, c'est pas un organisme de sécurité alimentaire. Faut pas que tous les organismes deviennent des organismes, dans le fond, de réponse aux besoins immédiats. Parce que là, on a un immense recul. Alors, est-ce que le prochain plan d'action gouvernemental qui va appuyer toujours la mise en œuvre de la politique, parce que ça, il faut reconnaître, l'actuel gouvernement est aussi en démarche par rapport à ça, il va devoir, dans le fond, appuyer les organismes dans ce redéploiement, je dirais, de l'entièreté de leur mission. Et ça veut dire, oui, des meilleurs moyens de communication, mais ça veut dire aussi des meilleurs moyens de rencontre, carrément. Comment on va faire pour que les gens puissent se rencontrer dans un pareil contexte, qu'ils puissent à nouveau formuler, dans le fond, quelque chose qui va au-delà de manger, boire et ne pas se tirer en bas du quai. Là. Il faut qu'on en sorte tout le monde collectivement. Puis le communautaire est une des solutions, est un des ressorts, je pense, qu'on a entre nos mains comme société pour passer au travers. Là. Ça fait maintenant 20 ans que la politique a été adoptée et on traverse une situation difficile en ce moment. Donc, au regard de tout ça, au regard de tout ce qui s'est passé dans les 20 dernières années, est-ce que vous voyez une nécessité de réformer cette politique-là, Madame Drouin? Moi, je dirais que cette politique-là, elle est tellement de base. Je vois pas... La nécessité, c'est peut-être de faire certains ajouts s'il y a des dynamiques qui ne sont pas couvertes par cette politique-là, ce que je ne pourrais pas détailler ici, mais en soi, d'assurer un financement de base, une pérennité à ce soutien-là et un rapport avec l'État qui s'inscrive dans une négociation et tout ça, je pense qu'il faut garder ça. Si on veut aller plus loin, ce sera ou autrement, c'est par des plans d'action
qui pourront aussi être négociées. Ou si on veut aller vraiment plus loin, une loi sur l'action communautaire, si on trouve qu'une politique se passait. Et qui serait à ce moment-là, si c'était une loi, ben justement, il y aurait plus cette insécurité-là par rapport à la façon dont un gouvernement ou un autre peut aborder la question. Ça veut pas dire qu'il y aurait pas d'insécurité. La question du soutien financier va toujours être jouée selon la capacité des coffres de l'État, ce qui impose au milieu communautaire une responsabilité, une obligation permanente de faire valoir sa pertinence. De faire valoir son rôle dans la communauté, de montrer, de faire la démonstration de sa contribution à la transformation sociale. Tu sais, il y a une responsabilité énorme qui incombe de manière permanente au milieu communautaire. J'ai mentionné loi parce que dans le cadre de la discussion sur la politique, la question s'est posée, est-ce qu'on serait mieux avec une loi? Mais une loi, c'est rigide aussi. Et puis, on n'en fait pas ce qu'on veut. Alors que la politique, on peut la faire évoluer avec une certaine souplesse. Avec une certaine souplesse et comme vous le disiez, peut-être y greffer des plans d'action qui permettent d'avoir des actions concrètes et des résultats concrets sans nécessairement rentrer dans le cadre d'une loi. Tout à fait. Madame Leclerc, est-ce que vous voyez la nécessité de faire des réformes? La loi, moi, j'y crois pas du tout. On a eu des bons débats là-dessus. Ginette vient d'émettre quelques réserves d'elle-même. Là, on a eu de bons débats, d'énormes débats, parfois difficiles, en allant chercher des ressources de professeurs en sciences juridiques de tout ordre, à savoir s'il fallait opter pour une loi ou une politique. Et une loi viendrait encarcaner les groupes, dans le fond, dans des définitions d'eux-mêmes, dans lesquelles ils pourraient être étouffés, et ils ne rendraient pas justice non plus à toute la vitalité du milieu qui est constamment en train de se redéfinir. Alors, donc, en le gardant comme politique, quelle réforme serait utile d'amener, disons, dans le contexte actuel au vu des 20 dernières années? Je pense pas qu'il faut revoir, moi non plus, je ne pense pas qu'il faut revoir la politique parce que ce sont des définitions de base qui ont été longuement mûries au sein du milieu communautaire, qui ont écrit je ne sais pas combien de textes dont moi-même j'ai travaillé énormément la maturation pour que tout ça représente tout le temps vraiment la volonté du milieu. Donc, c'est un énorme travail de maturation. Je pense que c'est plus dans notre vision des choses, dans l'élargissement, dans le fond, de la vision du rôle du communautaire autonome et du communautaire, l'impact qu'il peut avoir dans les changements sociaux, toutes les préoccupations qui sont issues, dans le fond, qui ont l'air d'être issues de la pandémie, mais dans le fond étaient bien préalables, sur les questions d'écologie, d'environnement, de productivisme. Par exemple, toute la critique qui est faite maintenant de cet accent sur une économie qui est rendue une économie financière non seulement mondiale, mais avec les grandes institutions qui se sont compromises parfois dans des liens internationaux qui nous jouent énormément de tours aujourd'hui. Donc, finalement, on sent la place des pharmaceutiques, par exemple. Comment ça se fait qu'on n'est pas maître de notre destin actuellement face à ce virus? Comment est-ce que ça se fait qu'on n'a pas les outils pour produire nous-mêmes les vaccins? Il y a eu des choix politiques qui ont été faits, qui n'ont rien à voir avec une politique d'action communautaire et qui ont de l'impact sur la vie des gens aujourd'hui. Donc, ça a accentué le besoin de, justement, prendre en compte encore davantage ce qui a été écrit dans cette politique-là. Oui, et prendre en compte davantage toute cette consultation du milieu qui se fait en permanence. Il y a des choses qui ont été dites dans les années 60-70 par les écologistes qu'on commence à peine à reconnaître aujourd'hui. Il faut écouter le milieu et il faut que le milieu prenne les moyens pour se faire entendre. Et donc, ça passe pas pour moi, ça ne passe pas par une politique ni par une loi. Mm-hmm. Ça passe par une mobilisation et par une écoute de part et d'autre entre le gouvernement et la société civile, entre le gouvernement même et les mouvements sociaux et les milieux sociaux, pour voir quels sont les meilleurs leviers de développement. Puis actuellement, on a mis la question de l'environnement, mais la question des Premières Nations, par exemple. On a eu très longtemps au comité aviseur ce qu'on appelait un secteur autochtone. Maintenant, le comité aviseur est composé de regroupements, enfin, il s'appelle le RQAK, il est composé de regroupements, mais il y avait une présence du milieu autochtone au sein du mouvement communautaire qui nous forçait à faire des débats. Et ça, je pense qu'il faut
retourner vers ces débats de fond entre nous au sein du communautaire et faire porter cette voix-là au gouvernement. Et ça peut donner lieu à des changements. La politique suit toujours, devance très rarement la société. Mais je pense que ça s'applique de toute façon en ce moment dans tous les pans de la société, cette nécessité-là d'avoir des débats, d'être à l'écoute, d'échanger davantage. Madame Drouin, j'ai vu que vous aviez levé la main. Bien, c'est que je voulais dire par rapport à la pertinence de la politique, est-ce qu'il faut la modifier ou quoi que ce soit? J'ai dit que c'était vraiment un instrument de base. Je pense que ce qu'il faut surveiller, c'est que même s'il y a la présence de la politique, ça n'empêcherait pas des ministères de développer une vision plus utilitariste des organismes. Alors, ça prend cette veille. Mm-hmm. Pour que, de manière des fois nuancée, qui s'installe un certain opportunisme, la pandémie pourrait être justement un moment pour créer cet opportunisme. On peut dire, si ça a commencé ici, puis ça s'arrête là parce qu'il y avait une urgence nationale, tout le monde va le comprendre. Mais il ne faudrait pas miser là-dessus, puis continuer dans une foulée d'utilisation des organismes pour satisfaire les fins gouvernementales. Mm-hmm. Alors, ça, c'est extrêmement important de rester vigilant pour garder l'esprit de la politique. Le milieu communautaire va être contribuer à ça parce que la tendance, le glissement peut se faire de façon assez naturelle au sein d'un appareil gouvernemental. Oui, en même temps, je pense que le fait que la politique, vous avez répondu toutes les deux qu'il n'y avait pas nécessairement de besoin de réforme parce que, les lignes sont générales dans la politique en ce qui a trait au milieu communautaire, mais en même temps, on est à une époque où les choses changent tellement rapidement que je pense que ça dit beaucoup sur la politique, le fait qu'on n'ait pas besoin de réforme, mais simplement d'être vigilant, d'être à l'écoute, d'avoir ces conversations-là, de s'assurer qu'il y a une mobilisation autour de ce qui est dit dans cette politique-là. Donc, comme mot de la fin, je vous demande, en une phrase, qu'est-ce que vous souhaitez pour le milieu communautaire une fois la pandémie terminée? Madame Drouin. Beaucoup d'énergie. C'est un milieu, moi, que j'admire beaucoup. Je ne peux pas le dire en un mot. Je lui souhaite la résilience, de continuer à manifester cette résilience qui fait partie de son ADN. Et de tenir bon. Merci. Madame Leclerc. Alors, le souhait pour le communautaire, moi, je pense que de ma part, c'est de continuer de voir grand. Là, je vais être un peu flatteuse pour le titre du forum, mais dans l'engagement et dans le respect, dans le fond, entre nous, puis le respect de la population. Il y a quelque chose qui est très difficile actuellement, c'est que tout ça est très exigeant. Et donc, il faut, au travers de tout ça, s'assurer de ne pas se perdre, de ne pas perdre nos liens, de ne pas perdre espoir non plus, mais surtout de ne pas perdre cette cohésion puis cette conviction que non seulement on va passer en travers, mais on va en sortir grandi et qu'on va avoir appris des choses. La notion d'apprentissage est au cœur de l'éducation populaire, qui est au cœur de la politique gouvernementale, et on a à apprendre tout ça et on a à continuer d'apprendre les uns des autres. On en retient donc que pour 2021, on souhaite au milieu communautaire de l'énergie et de la vision. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir été là pour cet échange fort enrichissant et très agréable. Et je vous remercie aussi pour votre implication au cours de ces décennies-là pour ces causes qui laissent leurs traces dans la politique et dans la société québécoise. Donc, merci beaucoup et je vous souhaite une belle fin de journée. Merci pour l'invitation. Manal. Ça a été vraiment agréable. Merci. Et merci au RQAK. Au revoir. Vous venez d'écouter l'un des 7 épisodes du balado Voir grand, en marge du forum organisé par le Réseau québécois de l'Action communautaire autonome.